Donc l'objet de cette conférence, vous avez ici l'univers entre les deux infinis. Alors pourquoi les deux infinis? Eh bien, je vais essayer de vous faire un petit voyage entre l'infiniment petit et l'infiniment grand et vous montrer à quel moment ces deux infinis peuvent se rejoindre. Donc, je vais essayer de ne pas être trop long, on va dire une cinquantaine de minutes, pour après pouvoir répondre à mesure du possible, de vos connaissances et des réponses s'il y en a, à vos questions. Alors donc, les deux infinis, ça va être la présentation. Donc pour cette présentation, j'ai pris quelques images. Donc ici, c'est le télescope spatial Hubble, qui, on le verra avec de nombreuses images, permet de sonder le ciel à de très grandes distances. Alors cette première diapositive que j'ai choisie pour une question d'échelle, donc ici, je pense que tout le monde a reconnu la Lune. Vous avez la pleine Lune. Donc la pleine Lune, c'est 1,5 degré, 30 minutes d'arc. Hein, ça fait à peu près comme le Soleil, mettez une pièce, vous la cachez. Là, en bas, vous avez un tout petit carré, donc par rapport à la pleine Lune, il est vraiment minuscule. Et Hubble a sondé ce carré-là pendant à peu près 500 heures d'exposition et en a sorti ça. Tout ça. Et tout ça, ça s'appelle Deep Sky, le ciel profond de Hubble. Alors maintenant, c'est même plus Deep, c'est Extra Deep Sky, XDS, sur lequel on recense 5500 galaxies. Donc sur ce cliché-là, qui correspond au petit bout qui est là, vous avez 5500 galaxies qui, chacune, comporte entre 10, on va dire, 50 milliards à peu près, entre 50 et 100 milliards d'étoiles chacune. Je vous laisserai faire la multiplication pour ce petit carré-là, et imaginez qu'on ait fait tout le tout. Hubble a encore sondé un petit peu mieux un tout petit point pour voir encore un objet encore plus petit. Bon là, c'est pas très visible, peu importe. C'est les références de la galaxie la plus lointaine actuellement observée qui se situe aux alentours de 13 milliards d'années-lumière. J'aurai l'occasion d'en reparler. Ça, c'est grand, mais c'est à la fois l'objet qui permet de sonder l'infiniment petit. Ici, vous avez un cliché du détecteur Atlas du LHC, donc du Large Hadron Collider, qui est un anneau d'une trentaine de kilomètres de diamètre à la frontière suisse, qui se fait rencontrer des particules, etc., et qui les fait exploser. Donc si vous voyez pas très bien, là c'est un petit bonhomme qui est là. Donc on voit qu'il est quand même pas grand par rapport au gigantisme de tout ça. En fait, tout ce que vous voyez ici, ce sont des électroaimants. Pour la petite histoire, quand il l'a mis en service, il est tombé en panne malheureusement quelques mois après, donc il a fallu remonter, sachant que ça c'est à 100 mètres sous terre. C'était pas quand même un mince travail. Hein. Donc ça, ça va rejoindre l'infiniment petit. Quand on renvoie des particules, etc., on obtient des trucs comme ça, donc ça c'est une image de synthèse. Après, il y en a pour des heures et des heures de travail et de calcul avec les plus grands ordinateurs qu'on a à notre disposition. Donc vous voyez, ça c'est un événement, le détecteur LHC, il a des intégrations que vous avez là. Alors, les physiciens essayent d'interpréter, de savoir qu'est-ce qui ressort ici. Donc ça, c'est l'infiniment petit. Les échelles, bien, c'est ce qu'on trouve ici, et c'est ce qui est expliqué, c'est-à-dire que la compréhension de l'infiniment petit va nous aider à comprendre l'infiniment grand, et on verra par la suite également que ça nous permettra de comprendre l'infiniment vieux, si je peux m'exprimer ainsi. Asdin m'a dit de ne pas mettre trop de maths, j'en mettrai pas. Vous verrez quelques équations, mais c'est pour illustrer, donc bien sûr elles n'ont pas besoin, elles sont pas du tout indispensables à la compréhension, mais si on veut donner des échelles de grandeur, j'ai dit 13 milliards d'années-lumière, hein, donc 13, derrière 9 zéros, et une année-lumière, ça fait à peu près 1 avec 13 zéros au kilomètre. Donc là, vous commencez à avoir une longueur comme ça de zéro, c'est pour ça qu'on parle en puissance de 10. Ça, c'est pour le grand. Pour le tout petit, maintenant, on arrive à sonder, alors on verra, mais là, c'est un petit peu plus théorique, à 0,00000, et il y en a 42 comme ça derrière. Alors là, c'est vraiment minuscule, alors on ne va pas jusque-là, on s'arrête à peu près à une quinzaine de zéros derrière la virgule, ce qu'en maths on appelle 10 puissance moins 15, qui est à peu près la taille de l'atome. Alors, j'ai pensé vous faire cette présentation d'un point de vue un petit peu historique pour pas que ça soit trop rébarbatif
du côté scientifique que bien sûr on va aborder, parce que je pense qu'il y a une chose qui est intéressante dans l'étude de l'univers, c'est le cheminement des hommes qui a conduit à ce qu'on a maintenant et à l'élaboration des diverses théories. Alors, du monde clos à l'univers infini, c'est le titre d'un ouvrage, je n'ai pas mis la biographie, j'ai pas eu le temps, je la mettrai si ça m'intéresse, d'Alexandre Coyer, qui est un des plus grands historiens des sciences, et qui a justement étudié toute la partie qui correspond à ce qu'on appelle la cosmogonie, donc l'étude des premiers univers. Alors, on va commencer donc par Aristote. Alors, bon, ben voilà, la Terre était au centre de l'univers. Ici, ben, vous voyez le Soleil, évidemment. Le Soleil tournait autour de la Terre, et ce qu'on appelait le monde supralunaire et le monde sublunaire. En fait, ce qui est intéressant quand on étudie cette question, c'est de voir que la conception donc, de l'Antiquité était une conception liée à la notion de perfection. C'est pour cela qu'en fait, l'image est un peu déformée, mais ce sont des sphères concentriques. Pourquoi? Parce que la sphère était l'objet le plus parfait. Et la Lune, en tant que telle, donc bien avant, bien sûr, Galilée, puisqu'on est à l'Antiquité, était quelque chose de parfait, clair, lisse et brillant. Donc, ce monde qui était le monde supralunaire, c'était tout ce qui entourait la Lune avec les planètes. Par contre, sublunaire, bah, c'était en gros la pauvre Terre sur laquelle on était. Hein, on peut m'exprimer ainsi. Et là, vous aviez toutes les étoiles qui ne bougeaient pas. Alors après, bah, il n'y avait rien, c'était le néant, le vide. Aristote avait un monde qui était clos, qui était fermé, et donc cette conception, on le verra, qui a duré jusqu'au XVIe siècle. Elle était sphérique chez Aristote, au centre de l'univers, entourée des sphères. Alors les sphères d'Aristote, c'est basé sur les 4 éléments. Donc l'eau, l'air et le feu. Alors il en manque une quatrième, bien sûr, bah, c'est la Terre. Et cette conception donc, dite aristotélicienne de l'univers expliquait beaucoup de choses avec les moyens du bord. Il expliquait que si on lâche un caillou, il tombe. Pourquoi? Parce que le caillou est issu de la terre et il retourne vers la terre. C'est normal que ça soit attiré. Pourquoi le feu, il monte? Parce que le feu, il vient du ciel, il vient du haut, donc il y retourne. Ça, c'était la conception d'Aristote concernant la cosmogonie. Cette conception a duré jusqu'au Moyen-Âge. Alors là, Cognition Puritum 2 ne parle pas latin, donc je ne vais pas vous traduire tout ça. En fait, ce que vous avez ici, ça correspond à l'habitat de Dieu et des biens élus. Alors on pourrait dire des anges, des gens donc, qui auraient été cooptés autour de cette dernière sphère. Donc ici, vous avez la Terre, et donc on voit la Lune, Mercure, Vénus, et vous avez le Soleil qui est là. Donc ça, c'était la conception jusqu'au Moyen-Âge. On arrive à 1400, alors je vais vous montrer des choses, ça c'est peut-être un peu moins connu, hein, si vous avez déjà regardé des présentations sur l'univers. Cette partie-là un peu moins connue, donc Nicolas de Cuses, qu'on écrit avec un C en français, avec un K, sinon, puisqu'il est originaire de la ville de Cuses, qui est en Allemagne, est un des premiers qui a justement brisé le concept, alors que c'était ecclésiastique, le concept justement de monde clos. Alors, il a écrit dans cet ouvrage qui s'appelle De la dogme ignorance. Pareil, hein, si vous intéresse, je rajouterai sur la vidéo une petite biographie. C'est la tradition hermétique rhénane. C'est pas trop facile à lire, hein, on va dire, hein, quand même. Mais il y a des choses qui sont intéressantes pour, vous voyez, quand même, 1401, 1464, où il explique en fait que le monde, alors, toutes ces conceptions restent une conception liée bien sûr à l'existence de Dieu. En gros, dans sa doctrine, il explique que Dieu étant infini, et étant supérieur et infini, bah, il n'a pas créé quelque chose de fini, sinon il aurait été feignant. Donc il a créé un monde infini. Et le monde infini, c'est tout ce qui est tout. Maintenant, la conception d'Aristote, qui voyait la Terre comme quelque chose de plus bas et tout, bah, il en dénonce en disant que la couleur noire de la Terre ne prouve pas qu'elle soit libre. Et elle a les mêmes éléments, c'est la preuve. Et que la Terre n'est pas un membre de noblesse. Donc il commençait déjà à rattacher la Terre au même titre que les autres planètes ou étoiles. Copernic, qui est bien sûr un petit peu plus connu, donc Nicolas Copernic, de son ouvrage de Révolution de Vetum Celestium en latin, donc de la révolution des orbes célestes,
c'est-à-dire la rotation donc des planètes, cette fois-ci autour du Soleil. Donc c'est la conception qu'on appelle héliocentriste, qui s'opposait aux conceptions précédentes, dites géocentristes. Alors Copernic, donc on voit, hein, alors ça c'est des reproductions bien sûr de livres de l'époque. Donc le Soleil est tout petit ici, et vous avez toutes les planètes et la Terre qui est là. Alors, donc ce qu'il explique dans ce De Revolutionibus Orbium Coelestium de 1543, c'est que le Soleil, celui-ci est au centre du monde. Alors bien évidemment, ceci, on va encore le relativiser par la suite, mais n'oubliez pas la période à laquelle on est, bien évidemment. Donc, il avait déjà deviné que le mouvement du Soleil n'était qu'apparent et que c'était la Terre qui tournait autour du Soleil. Alors, penseur suivant qui n'est pas physicien, hein, c'était pas du tout ses préoccupations, donc j'ai tenu à le rajouter de par l'engagement et la personnalité et le côté un peu méconnu de philosophe, penseur, donc de Giordano Bruno. Ici, vous avez la statue qui a été érigée en 1895, 98, etc. par, on va dire, des penseurs, certains ont été francs-maçons d'ailleurs, en sa mémoire. Et là, c'est l'épitaphe qui est inscrite sur la statue. À Bruno, le siècle par lui deviné, la même où le bûcher l'a brûlé. Donc, puisqu'il a été condamné d'hérésie suite à un procès qui a duré 8 ans, il a été emprisonné de 1592 à 1600. Et il a été brûlé vif, place Campo del Fiore à Rome, pour ses écrits. Et un de ses ouvrages majeurs est celui-ci, L'infini, l'univers et les mondes, où justement, il réfute la conception aristotélicienne d'un monde clos. Et avec Bruno, on arrive vraiment à la pluralité des mondes et au monde infini. J'ai 50 minutes, donc je ne vais pas rentrer dans les détails. Donc, en fait, c'était des gens qui étaient croyants. Ils ne refutaient pas Dieu. C'était pas une pensée scientifique qui l'a mené à dire que. Il n'y avait pas d'observation. Hein. Galilée, c'est après. C'était simplement une analyse et une réflexion, on va dire plus métaphysique, sur l'univers. Il pensait donc que par l'infinité de Dieu, il y aurait des centaines et de millions de mondes. C'est ce qui l'a, malheureusement, conduit à sa perte, c'est-à-dire au bûcher. Galilée, donc qui lui, bien sûr, est un des penseurs les plus connus, qui n'a pas été au bûcher parce qu'il s'est rétracté dans ses fameux procès. Alors, j'ai mis cette citation parce que comme on est au moins déjà 2 profs de maths dans la salle, hein, donc l'univers est écrit dans la langue mathématique, ses caractères sont écrits en des cercles figures géométriques, sont le moyen desquels il est humainement impossible de comprendre un but. Il s'agit à tort, c'est le stagiaire, écrit en 1623. Galilée, c'est ce qu'on représente souvent comme le père de la physique moderne, est le premier qui a mathématisé, c'est-à-dire qui a passé au-delà, c'était pas pour compliquer la sauce, hein, mais il a passé au-delà des croyances, en disant, bah maintenant on va essayer de faire une preuve, on va essayer de faire des expériences. Bien sûr, il a inventé la lunette en 1609, et c'est avec cette lunette, bon, plus ou moins perfectionnée, qu'il a pu commencer à faire de nombreuses observations. Une de ses premières observations, ça a été la Lune. Alors ça paraît tout bête maintenant, mais en fait, avec sa lunette, à l'époque, il a pu déceler, donc il vous suffit d'une paire de jumelles, vous ferez l'expérience, par un soir de pleine lune, quand c'est bien dégagé, ben on distingue les cratères. Sauf que la Lune, sur Aristote, était parfaite, et on peut pas voir des cratères sur quelque chose de parfait. On peut pas voir quelque chose de découpé. Et il avait vu les taches qu'il attribuait à des mers, bon, avec des dessins, mais là, c'était pas trop ce qu'il observait, c'était sa conviction. En fait, il a fait passer sa conviction pour vraiment un certain nombre au même niveau que les autres. Et il expliquait aussi quelque chose d'important, c'est que la Lune réfléchissait la lumière du Soleil et n'était plus une étoile. Newton, alors, les principes philosophiques, les principes de la philosophie naturelle, ce qu'on appelait philosophie à l'époque, c'était un petit peu tout, donc c'était la physique. Avec la traduction, donc, je le mets à chaque fois que je fais une conférence à ce sujet ou qui a trait à gravitation, la conférence est de la marquise Émilie du Châtelet, qui a été une des premières femmes de science, hein, et qui a la particularité d'être la maîtresse de Voltaire et de vivre dans un château à Ciré-sur-Blaise,
que je vous invite à visiter puisqu'il se situe en Haute-Marne, non loin d'où j'habite. Voilà. Et donc elle a traduit les œuvres de Newton. Elle n'a pas fait de découverte, mais elle a traduit et popularisé donc les Principia Mathematica. Bon, Newton, il est connu, hein, ouais, vous avez la première formule. Il est connu pour la loi de la gravitation universelle, dont on va forcément reparler puisque c'est cette loi-là qui gouverne l'infiniment grand. Deux derniers penseurs pour conclure un petit peu toute cette première partie. Donc Kant et Laplace. Je vous laisserai de côté à la philosophie de Kant, moi j'y comprends rien du tout. Donc je vous garde simplement la partie qui nous intéresse, c'est-à-dire la conception de l'univers selon Kant. Donc il a écrit dans le traité du ciel, et celle de Laplace à côté dans l'exposition du système du monde. Donc Kant, en fait, c'est un des pères, mais c'est pareil, il n'y avait aucune observation, il faut dire que ça, c'est des gens qui ont réfléchi, qui ont pensé à ça, à des univériles, c'est-à-dire à la multiplicité. Bon, ce qu'il appelait l'univéril, c'est en fait la multiplicité de galaxies. Kant pensait qu'il pouvait y avoir un tas de mondes habités comme le nôtre, c'est-à-dire un tas de mondes avec, eh bien, un soleil, des planètes, des lunes, etc. Voilà, alors il nombre de quantité. Alors, il expliquait aussi qu'à cause de la distance, on ne pourrait pas tout voir. Laplace, donc Laplace a eu la même chose à peu près à quelques années, et Laplace est connu, bon, un peu initié dedans, pour cette citation donc de Bonaparte. Bonaparte qui me pose la question, Newton a parlé de Dieu, et j'ai pas vu dans votre livre. Et Laplace aurait répondu, parce que ça fait partie de la petite histoire, citoyen Bonaparte, je n'ai pas eu besoin de cette hypothèse. Alors, quand on dit ça, c'est souvent remis, bien sûr, par des conceptions, on va dire un peu anticléricales à ce niveau-là, mais ce qu'il voulait dire, c'est qu'il ne remettait pas en question l'existence de Dieu, mais il disait que pour arriver à son livre, il n'avait pas eu besoin de la main de Dieu. Mais ça ne voulait pas dire qu'il reniait l'existence de Dieu. Bon, après, c'est des querelles d'historiens des sciences et de l'époque. Alors, donc ça, c'est pour la partie de la présentation historique des conceptions, et on voit qu'il y a quand même des gens qui étaient bien en avance sur leur temps. Alors, maintenant, donc, cette époque que j'ai intitulée la cosmologie relativiste, eh bien, c'est l'avènement de tout ce qu'on fait jusqu'à nos jours, donc toute la théorie et tout ce qui nous permet de comprendre l'univers, eh bien, c'est dû à Albert Einstein. Donc, Albert Einstein, donc, qui est l'auteur assez connu de la théorie de la relativité. Alors, il a fait deux théories, 1905, relativité restreinte, 1915, théorie de la relativité généralisée. On a fêté le centenaire de cette théorie il y a quelques années. Et cette seconde théorie a eu des applications justement dans l'étude de l'univers. Alors, là, c'est pareil, vous voyez pas, mais c'est pas grave parce que c'est en allemand, donc je sais pas si vous comprenez l'allemand. Donc je vous ai mis, c'est encore pas moi. Donc je vous ai mis donc un extrait donc de la publication d'Einstein en ce qui concerne, c'est pas la fameuse E égale MC2, mais c'est en ce qui concerne l'étude de l'univers. Alors voilà, voilà, c'est la deuxième équation, hein, on va les compter. Alors évidemment, c'est incompréhensible pour le commun des mortels, je vous l'accorde, il n'y a pas de souci, je le présente pour... alors, pareil, quand on dit ça peut être beau, bon, les gens vont trouver ça bizarre, mais simplement par le fait que tout ceci, bah, ça condense tout, en fait, ça explique tout dans l'univers avec un grand U. Alors quand je dis que ça explique tout ce qu'on sait actuellement, jusqu'à, on verra à la fin, un tout petit point, parce qu'il nous manque un tout petit quelque chose, mais ça explique tout. Et puis, en n'utilisant pas grand-chose, la lettre R deux fois, mu et nu en grec, 1,5, pi, 8, G, C, 4, donc il n'y a pas grand-chose. Hein. Il a mis, bien sûr, très très longtemps, hein, au bout d'une peine infinie pour arriver à cette équation, qui exprime en gros, à droite, c'est tout le contenu de l'univers, énergie et matière, et à gauche, le R, bah, c'est la forme de l'univers, on en reparlera. Est-ce que c'est plat, est-ce que c'est court, comment c'est, voilà. Mais c'est très très compliqué. Donc c'est tellement compliqué qu'il a même pas, il les a même pas résolus, parce qu'en fait, là, vous avez 10 équations aux dérivées partielles non linéaires, c'est vraiment insurmontable.
Sauf que ces équations-là vont vous donner des espaces-temps. Alors, je ne veux pas faire une conférence sur la théorie de la relativité, donc je passe assez vite, mais on reverra ce terme d'espace-temps. Donc un modèle possible d'univers. Alors ici, la première notion qui est intéressante, c'est celle de modèle. Ça veut dire quoi un modèle? Ça veut dire qu'il y a une théorie qui explique certaines choses, et on va essayer après de voir est-ce que ça colle avec les observations. Le problème, c'est qu'il faut en avoir et avoir les moyens de faire ces observations. À l'époque d'Einstein, quand il a écrit ça en 17, pour l'instant, il n'y avait pas d'observation. Mais les calculs étaient justes mathématiquement, donc il n'y avait rien à dire. Alors cette équation, il y a un truc qui est un petit peu bizarre, alors qu'il n'y a pas de la petite histoire qui va paraître anodin, mais c'est pas le cas. Voilà, deux termes, 3 de l'autre côté. Einstein, il a rajouté un truc comme ça. Alors, on va se dire, tiens, pourquoi vous voulez mettre un symbole en plus, qui est la lettre lambda majuscule avec le G minuscule qu'on trouve là. En fait, ce terme-là, il a ajouté pour une raison assez profonde, c'est que quand il a réussi à avoir des solutions de celle-ci avec d'autres, il a trouvé que les solutions, elles n'étaient pas statiques. C'est-à-dire qu'il a trouvé un modèle d'univers qui évoluait dans le temps. Ça paraissait, et ça peut paraître toujours assez difficilement concevable, de voir que la totalité de ce qui nous entoure, mais de la totalité jusqu'aux cieux les plus éloignés, bouge. Et donc, pour établir le fait que ça bouge pas, il a bricolé un petit truc mathématique, mais tout à fait correct, c'est qu'il a rajouté une constante. Bon, quand on calcule de ça, on a de la divergence, la divergence de ça, elle est nulle, donc ça tombe pile poil. Mais c'était quand même un artifice. Il s'est aperçu, après, donc ce sont des modèles statiques, que ça ne convenait pas trop. Alors on a essayé d'autres solutions, sauf que je vous ai dit que ces équations sont extrêmement compliquées. Et en plus, c'est un modèle qu'on va essayer de caler à la réalité. Alors on met des hypothèses en physique pour essayer de les résoudre un petit peu plus facilement. Ces deux hypothèses sont l'hypothèse d'isotropie et d'homogénéité. On vous a mis deux petits dessins pour illustrer ce que ça veut dire isotrope et homogène. Vous vous placez là, vous regardez partout, bon, on pourra en mettre plein, mais si vous regardez dans toutes les directions, c'est pareil. Hop, 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 voilà. Ça s'appelle quelque chose d'isotrope. Sauf que là, il n'y a rien. Ok, c'est le vide. Si c'est le vide, on voit rien. Mais ça, c'est isotrope. Le cliché de droite, c'est isotrope et homogène. C'est-à-dire, si je me mets là, je vois la même chose, et je verrai la même chose, quel que soit l'endroit où je me situe. Si je me situe là, ça ne serait pas pareil. Donc en fait, l'hypothèse d'Einstein a été l'univers est le même partout où on va se situer. Ce qui n'avait non plus rien d'évident à l'époque. C'est vrai qu'on va assez vite, on a passé quand même quelques siècles depuis Giordano Bruno et l'Antiquité, mais on s'aperçoit qu'il y a une énorme évolution. Le Soleil, la Terre n'est plus au centre du monde, et en fait, le monde n'a pas de centre. C'est ça qu'il est en train de dire avec le principe cosmologique. Donc, on va arriver, alors lui, pas l'air d'être marrant, ce pauvre homme, en plus il est mort très jeune, si vous regardez, il a chopé une pneumonie en se baladant en ballon en montgolfière. Donc Alexander Freeman, qui lui a résolu ces équations, bon, il y a peut-être que ça à faire, on va dire, et il a résolu sans la constante cosmologique. C'est-à-dire que cette constante, c'est parce que c'est pas grave, elle était là pour dire l'univers ne va pas bouger. Donc si lui il la retire, forcément il a trouvé des solutions dites dynamiques. Des solutions dynamiques, c'est-à-dire un univers qui bouge, qui évolue. Je vais vous présenter par la suite. Alors la particularité de ça, c'est que si ça bouge dans un sens, c'est que ça bougeait de quelque part. C'est-à-dire si ce qu'on va appeler après l'univers est en expansion, il y a une expansion à partir de quelque chose. Et ce à partir de quelque chose apparaissait dans les équations, il n'y a aucune observation, ce qui est appelé des singularités. Sauf que, on peut toujours dire, ce que je dis souvent ça à mes élèves quand il y a quelque chose, c'est quoi qui était avant, la poule ou l'œuf? Donc qu'est-ce qu'il y avait avant le premier? Cette singularité, c'est Dieu. Donc, il y a une question que j'ai mis de création avec un grand C, qui est bien sûr, on va dire, la main de Dieu, d'un Dieu bien sûr, quelle que soit la religion, qui aurait créé ce monde et créé cette expansion, puisque c'est parti de quelque chose. Si vous prenez la conception d'Einstein avec quelque chose de statique et d'immuable,
La question ne va pas se poser. Il a toujours été comme ça, il a toujours existé comme ça. Bon, la dernière équation, alors c'est un truc compliqué. La seule chose, c'est qu'il y a un petit coefficient qui est là, et qui est intéressant à plusieurs titres, c'est qu'on l'appelle le coefficient d'échelle, et on voit qu'il y a un nombre K qui est là aussi. Le reste, on n'a pas d'importance. Bon, c'est exact, hein, je ne vais pas vous mettre un truc faux. Eh bien, c'est ce facteur-là, donc, le cheminement, faut se dire que ça, c'est quelqu'un qui a un papier, un crayon, pas d'ordinateur, pas de téléphone portable, rien du tout, et il trouve ça. C'est quand même pas mal. Et il interprète ceci en disant que ça, le A de t qui est là, va décrire l'expansion de l'univers. Donc, à partir de Feynman, donc dans les années 1920, on a des modèles qui disent, bah voilà, l'univers est en expansion. Ce sont des modèles. Alors, Feynman a fait plusieurs modèles en fonction de la valeur K, et bah, le lambda, si vous vous rappelez, c'est la fameuse constante qui est nulle. Alors, il y a des modèles qui sont comme ça. Bah, en fait, il y a une chose à regarder sur ces graphiques, hein, c'est pas compliqué. Là, vous avez le temps et vous avez les variations de ce facteur d'échelle, selon les valeurs de K. Mais ils partent tous de là. Ils partent tous d'un point. Ils partent tous d'un point pour lequel bah, la valeur de l'échelle, ça serait 0. Ça veut dire qu'il y aurait rien, ou tout, on ne sait pas. Mais part de ce point-là. C'est ce qu'on appelle en mathématiques une singularité. Et cette singularité, on l'obtient en passant par là. C'est-à-dire, en quelque sorte, en remontant le temps. Alors, la forme des courbes, est-ce que ça correspond? On le verra un peu plus en détail. En suivant, dans l'ordre à peu près chronologique, l'abbé Lemaître, surtout connu sur ce nom-là, qui a été vraiment un des premiers, des plus grands cosmologistes du XXe siècle, qui a fait énormément de travaux et même des découvertes qui n'ont pas été reconnues, nonobstant le fait qu'il était religieux, puisque c'était un abbé. Lui, il a fait ses études et il a travaillé et enseigné à l'université catholique de Louvain. Alors, lui, il a fait la même chose, mais il a fait varier la constante, donc il a eu encore plus de modèles. Alors, je ne vous pas mis de diagramme parce qu'il y en a plein. Mais c'est toujours des possibilités d'univers. Et là, quand je parle d'univers, on a dépassé, même si j'étais un petit peu vite, le monde clos. Hein. C'est vraiment ce que vous avez vu au début pour l'infiniment grand, c'est-à-dire Hubble et la suite. Tous donnent des univers en expansion. Sauf que bah, Einstein n'aimait pas trop, donc quand Einstein l'a rencontré, vos calculs sont justes, mais votre physique est abominable. Bon, il parlait pas de lui, hein, parce qu'il est correct, hein, il n'est pas plus moche qu'un autre. Il parlait bien évidemment de l'interprétation physique des résultats de ses calculs. Einstein lui dit, tes calculs sont justes, mais ça veut rien dire, en gros. Ça correspond à rien. Sauf que si, ça correspondait à quelque chose, et c'est ce qui va être confirmé par la suite. Tous les modèles ont parlé de l'univers, de l'expansion. Alors c'est un des premiers à faire encore, alors des dernières formules, hein, on reverra la même. Un truc de ce style-là, on ne comprend pas trop ce que c'est, V c'est une vitesse, H c'est un certain nombre. Alors dans l'unité, c'est des kilomètres par seconde par mégaparsec. Bon, bah en fait, ça c'est une vitesse, ça c'est une espèce de distance, mais c'est plus compliqué que ça. Ben, il vous dit que la vitesse est proportionnelle à la distance. Eh bien ça, c'est ce qu'on appelle la fuite, la vitesse de récession et l'expansion de l'univers. Elle vous dit que si quelque chose est loin, bien il va partir encore plus vite que s'il était près. Tout va partir à tous les niveaux. Quel que soit l'endroit où vous êtes dans l'univers, vous verrez tout partir. C'est-à-dire là, il raconte des conneries parce que on ne voit pas le ciel se barrer, ni la lune. Évidemment, tout ce qu'on dit est à l'échelle de ce qu'on appelle un mégaparsec, c'est-à-dire des millions de parsecs. Un parsec, c'est à peu près 3,26 années-lumière. Vous vous rendez compte? Ça fait 3 millions d'années-lumière. Donc si vous rajoutez 13 zéros encore derrière, vous aurez la distance en kilomètres. Et c'est uniquement à cette échelle qu'on se rend compte du mouvement et de l'expansion de l'univers. Au système solaire, n'ayez crainte, la Lune, elle ne va pas se barrer, elle restera là, et le Soleil aussi. Alors, Hubble, alors il est connu pour le fameux télescope auquel il a donné le nom, Edwin Hubble. Il est surtout
connu pour ça, donc la proportionnalité, c'est-à-dire, en fait, il est connu pour avoir retrouvé, sans connaître, on lui fait confiance, la relation qu'avait mis en évidence l'abbé Lemaître. Cette relation dite loi de Hubble exprime justement le décalage. Alors redshift en anglais, c'est décalage vers le rouge. On verra pourquoi avec un petit schéma. Je vous relaisse. La seule chose, c'est que la constante n'est pas tout à fait pareille. Mais, c'était pas comme Lemaître. C'est-à-dire que lui, c'était des observations, par contre, qu'il a fait Hubble. Il avait un doute. Il voyait que c'était comme ça, mais est-ce que c'est vraiment l'univers comme spatio? Vous verrez, vous posez des questions après, mais comment on peut imaginer ça, hein? C'est d'imaginer, vous verrez, c'est extrêmement compliqué. Bon, sauf que ce modèle-là, on verra qu'il y en avait d'autres, a été communément admis à partir de 1930. C'est là qu'Einstein a qualifié l'introduction de la constante cosmologique comme la plus grande erreur de sa vie. Dans les années 30, sauf qu'on est en train de la ressortir depuis une dizaine d'années. Vous voyez, comme quoi, alors le redshift, c'est ça c'est des spectres. Rapidement, c'est pareil, je ne vais pas à cours de physique, bien évidemment. Ça, c'est les références. On a une étoile, on sait, il y a une composition. La composition, c'est pareil, c'est les lois de la physique. Hein, vous avez 75% d'hydrogène dans tout l'univers, 20 et quelques pourcents d'hélium, le reste, c'est des traces. Eh bien, ces lignes, ces traits-là, elles sont caractéristiques. Eh bien qu'en fait, quand on regarde des choses lointaines, mais des galaxies, on s'aperçoit que les deux traits qui sont caractéristiques d'un élément, l'hydrogène, l'azote, j'en sais rien, elles sont pas au même endroit. Vous voyez, elles sont décalées. Et décalées vers le rouge, c'est-à-dire vers les grandes longueurs d'onde. Là, ça, c'est ce qu'on appelle l'effet Doppler. On verra que là, c'est un petit peu plus délicat. C'est tout simplement la même chose que vous avez quand vous entendez une voiture ou un train passer. S'il vient vers vous, vous allez avoir un son aigu. S'il s'éloigne, vous allez avoir un son plus grave. Au niveau de la longueur d'onde, vous avez une augmentation de la fréquence quand il vient, une diminution, un allongement de la longueur d'onde. Au niveau de la couleur, ça entraîne un rougeoiement. Ça, on observe tout ça avec les spectrographes. Alors, bon, il fallait faire les mesures, hein. Hubble, c'était pas facile. Donc voilà l'article original qui date du 17 janvier 29. Bon, on pourrait faire ça, hein, les élèves, vous voyez, il a mis les points, puis il a tracé des droites en disant, bon, il y a quelques erreurs de mesure, mais ça paraît aligné. De là, il a mis sa relation en œuvre, donc la proportionnalité entre les deux. Alors il a mesuré ce qu'il a pu mesurer, évidemment, hein, il n'y avait pas les télescopes, M. Hubble, qui portent son nom. Alors, voilà, ça c'est des choses qu'il faut voir qui sont un petit peu délicates à comprendre. C'est quoi l'expansion? Vous verrez souvent un ballon, un cake, ça dépend quand c'est des Anglais, ils prennent un pudding, un truc au raisin, donc je vous prends une espèce de cake, hein, qu'est-ce que c'est, un gâteau quelconque. Il vous dit que quel que soit l'endroit où vous êtes, ça gonfle. Ça gonfle, donc ça gonfle, pareil, c'est proportionnel, donc ça vous augmente toutes les distances. Celle qui était de 3 est devenue 6, celle qui était de 6 est devenue 12. Mais celle qui est entre le trait A et le point 1 va augmenter pareil. Mais c'est là qu'on regarde un petit peu, bon, c'est tout simplement un petit calcul de vitesse, c'est que par rapport aux points que l'on considère, vous avez des points qui sont plus éloignés, qui vont vous paraître avoir une plus grande vitesse. Pourquoi? Parce qu'ils auront fait le même, dans le même temps, ils auront fait le double de distance. Ça, c'est, mettons, un an après. On observe, un an après, on a ça. Ici, ça a multiplié par 2, mais là aussi, c'est multiplié par 2. Sauf que comme la distance était de 6, ça veut dire qu'il aura parcouru 6 de plus durant le même temps, donc il aura été 2 fois plus vite, et ainsi de suite. C'est comme ça qu'on peut illustrer. On parlera de la limite de toutes ces représentations qui concernent l'expansion de l'univers. Ça veut dire quoi également l'expansion de l'univers? Ça veut dire que si vous êtes dans la Terre, vous voyez tout s'éloigner de vous. Alors il y en a quelques-unes qui se rapprochent, mais ce qui se rapproche, c'est lié au mouvement gravitationnel. Nous, on va vers la galaxie d'Andromède, par exemple, parce qu'on est lié gravitationnellement. Ça, on est vraiment à des très grandes échelles. Aux échelles de l'ordre du mégaparsec, tout s'éloigne. Pas les étoiles. Les étoiles de la galaxie, elles sont trop proches pour subir cet effet d'expansion de l'univers. Bon, voilà, en fait, nous allons en venir par rapport à notre histoire de l'univers, c'est que
On a bien compris que là, ça s'écarte. Mais si au lieu de considérer que ça s'écartait et que je remonte dans le temps, bah, c'est que c'était plus petit. Et si je continue de remonter, ben j'arrive à ce point. Donc ce point mathématiquement est appelé une singularité, et bien sûr on va voir à quoi il correspond. Un premier à avoir eu cette idée, c'est encore l'abbé Lemaître. Donc l'abbé Lemaître a émis sa théorie, son hypothèse, parce qu'aucune vérification dite de l'atome primitif, où l'univers a une histoire, on peut l'étudier mathématiquement avec la théorie de la relativité, il correspond à quelque chose, et ben, il a suggéré qu'en fait, c'était un atome, quelque chose de minuscule, qu'aurait explosé sous l'effet de la radioactivité, etc., qui venait d'être découvert dans ces années-là, et aurait donné naissance à tout ce qu'on a derrière, tous les éléments qu'on a, ben, puis nous, etc. C'est pour cela qu'il a appelé l'atome primitif. Bon, on va voir que c'est pas si simple que ça, et c'est même faux pour ce qui concerne la dernière partie. Alors ça, c'est les clichés que vous pouvez voir, hein, ça doit être un Wikipédia quelconque, je sais plus où j'ai chopé ça. C'est les modèles d'univers qui dépendent encore d'un paramètre oméga, ils aiment bien les cosmologies, il y en a partout. Qu'est-ce qu'il faut retenir? Ben, ça part toujours d'un point, alors qu'on essaye de mettre une lumière jaune, rouge, toutes les couleurs, peu importe, puis ça peut bouger. Eh bien, en fait, ici, avec ça, c'est toujours le facteur d'échelle de tout à l'heure, selon les valeurs de ça, ben, on va avoir diverses formes d'univers. Et c'est là que c'est très délicat. Alors, on voit une sphère, on voit un plan, on voit une espèce de selle de cheval. Alors, les cosmologistes vont vous dire, bah, selon la valeur, on aura un truc comme ça, ou comme ça. Où est la complexité? C'est que ça, c'est notre univers. Là, je suis en train de le regarder. Si j'avais amené un ballon, j'aurais dit, voilà, la courbe rouge, elle va correspondre au ballon. Mais vous le voyez, le ballon. Or, ce dont on parle là, c'est l'univers dans sa totalité. Et vous ne pouvez pas le voir puisque vous êtes en ce moment avec moi en train d'écouter ce que je vous raconte. Vous êtes dans l'univers. On ne peut pas le voir de l'intérieur. Donc c'est quelque chose qui ne peut pas s'imaginer. On ne peut pas, parce qu'on ne peut pas justement se mettre à l'extérieur de l'univers. D'accord? Donc toutes ces représentations-là, qui sont là pour montrer ce qu'on appelle la courbure, elles sont fausses par nature. C'est impossible. Alors, la cosmologie primordiale, qu'est-ce que c'est? Bien, ça va être étude des premières instances. C'est pour ça que tout à l'heure, je disais que le début arrivera vers la fin, puisque c'est là qu'on va essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe. Alors, pourquoi s'attarder un petit peu? Ben parce que là, on va rejoindre, les deux infinis vont se rejoindre, pour comprendre l'infiniment grand, qu'est-ce qui s'est passé, ou infiniment longtemps, et on va avoir besoin de la physique nucléaire. Alors, puisqu'on arrive à ce point un petit peu charnière, quand on regarde loin, hein, j'ai dit que le Extreme Deep Sky du télescope Hubble était à plus de 13 milliards d'années-lumière, ça veut dire que la lumière de cette galaxie nous a mis 13 milliards d'années à venir, donc on la voit telle qu'elle était il y a 13 milliards d'années. Autrement dit, quand on regarde loin, on remonte le temps. D'accord? On voit des étoiles, dans certaines galaxies, évidemment, quand on arrive à synthétiser, qui, ça se trouve, sont plus là. Hein? Si elle est située à 200 millions d'années-lumière, et puis qu'elle est morte il y a 100 millions d'années, ben, il faudra attendre pour que ça vienne. Tout est de ce même principe. Plus vous regardez loin, plus vous allez regarder tôt dans le temps et donc dans le passé de l'univers. C'est-à-dire, si on va sonder très loin avec Hubble, on voit des objets tels qu'ils étaient quasiment au début de l'univers. Donc ce début de l'univers, il a été étudié par plusieurs cosmologistes. Le premier, c'était Fred Hoyle. Fred Hoyle avait... donc Fred Hoyle, c'était le père d'un modèle qu'on appelle l'univers stationnaire. Cet univers stationnaire, comme j'ai dit précédemment, l'expansion de l'univers était acquise. L'univers s'étend. Mais lui, il rechignait à quelque chose qui est également conceptuellement difficile à comprendre, c'est cette histoire d'origine. Lui, s'est pas embêté, entre guillemets, vous me permettez cette expression, il a dit, il a toujours été pareil.
Sauf que s'il augmente, et puis si la matière reste comme elle est, il y en aura de moins en moins. Et en fait, il a contrebalancé ce problème en expliquant qu'il y aurait une création continue de matière. Alors une création continue par divers procédés, de façon à conserver une densité stable. C'est quelques atomes par année-lumière au cube, en fait, c'est rien du tout pour maintenir la densité. Parce que l'univers, c'est que du vide. C'est ce qu'il faut se dire aussi. Et c'est à lui qu'on doit, voilà, j'ai lâché l'expression, c'est à lui qu'on doit l'expression Big Bang. Alors, Fred Hoyle, en fait, vous voyez ici, je crois que son bureau, il a le micro, il était journaliste scientifique à la BBC, et il avait reçu donc un autre astrophysicien qu'on va voir après, Georges Gamow, et en se moquant un peu de lui, bon, plus ou moins, il a dit, tiens, là, monsieur Big Bang. Et en fait, c'est resté à Gamow, et c'est resté au nom de la théorie. C'est-à-dire que cette théorie a été popularisée par une forme de boutade qu'on a donnée. Et on va voir que c'est celle qui est la plus communément acceptée. Alors, cette petite représentation maintenant de trois physiciens, Gamow, Alpher et Hermann. Donc Gamow est le milieu, je ne sais pas ce que c'est. Bon, c'est assez sympa parce que c'est les deux qui ont fait ça. Ils ont fait un montage photo, ils ont mis une bouteille de Cointreau sur lesquelles ils ont écrit Yélène. Alors, je me dis, mais qu'est-ce que ça veut dire que Yélène? En fait, ça remonte à Aristote et c'est la substance originelle qui aurait donné naissance à toute la matière. Vous avez quand même une idée. Et ils l'ont fait apparaître dans la bouteille au milieu d'un champignon atomique, puisque comme tous les physiciens nucléaires de cette époque, il avait travaillé sur le projet Manhattan, donc sur la construction de la première bombe atomique américaine, même s'il était d'origine russe. Bon, c'était un gars, c'est marrant, on va voir après. Alors, c'est deux de ses ouvrages, dont celui-ci, que j'ai retrouvé l'illustration. C'est un des premiers ouvrages que j'ai lus, j'avais une douzaine d'années, je dis tiens, ça existe encore. Monsieur Tompkins, alors il faisait plein de petits récits comme ça, dans lesquels il mettait en scène des personnages, alors c'est un autre qui faisait l'illustration, mais c'était de la vraie physique. Sauf que, un peu, au bout de tous les jours, je me rappelle d'avoir vu ça. Par exemple, ici, c'est le monde merveilleux de Gamow, et en fait, il fait un village dans lequel la vitesse de la lumière ne serait plus de 300 000 km par seconde, mais de 30 km/h. Ça veut dire que le gars en vélo, il pourrait presque aller à la vitesse de la lumière. Et donc, toutes ces représentations seraient celles qu'on pourrait voir si la vitesse de la lumière était aussi faible. Ce qui s'appelle, par exemple, la contraction des longueurs dans le sens de déplacement. À gauche, c'est un problème de physique statistique, c'est-à-dire l'entropie, qui normalement ne fait que croître. Ben là, il montre l'entropie qui décroît, c'est-à-dire les glaçons qui sont au fond, et de l'autre côté, la glace qui se met à bouillir. C'est probable avec une probabilité de 0, une infinité de 0 derrière. Ici, vous avez un des articles fondateurs. Alors c'est pareil, je passe parce que ça, c'est des petites anecdotes. Alpher, Bethe et Gamow, c'est les deux qu'on a vus. En fait, celui du milieu, il n'a rien fait du tout. Mais si vous regardez, ça fait Alph et Ga. Les lettres grecques, alpha, bêta, gamma. Donc en fait, Gamow, il a rajouté un Ga au milieu. Mais il n'a rien fait, il n'a pas écrit une ligne. Et en fait, lui, c'était le directeur de la revue, donc il était là sur scène, il dit, mais c'est quoi cette histoire? Puis il a dit, oh, c'est pas grave, laisse, donc il l'a signé. Et là, sauf que le premier était en thèse, a commencé à se dire, bah, je me retrouve avec deux des plus grands physiciens, je suis pas prêt d'être connu grâce à ça. C'est vrai qu'il est resté un peu plus long que les deux. Donc, la physique nucléaire, formation des noyaux à partir d'un état dense, bah ça c'est le Big Bang. Et le dernier point pour lequel je vais insister un petit peu, parce que c'est vraiment les découvertes récentes, c'est le rayonnement thermique de l'univers. Gamow, Alpher et Gamow ont prédit cette histoire de rayonnement qu'on va expliquer. Alors, ce qu'est pas le Big Bang, je préfère vous dire ce que c'est pas, plutôt de vous dire ce que c'est, bah c'est pas ça. C'est-à-dire, c'est pas une explosion qu'on aurait regardée. Mais non. Pourquoi? Parce qu'on est dedans, enfin on était dedans, il n'y avait personne. Mais c'est tout qui a explosé. Si je fais une explosion, que je prends un ballon, puis je fais péter, vous le voyez, le ballon, il explose. S'il y a des trucs dedans, ça va se répandre. Mais ça va se répandre dans le volume de cette salle. Or là, il n'y avait pas de volume avant, puisque c'était tout l'univers. Donc,
penser ça comme une explosion d'un sac qui pèterait un ballon ou quelque chose est erroné. Vous ne pouvez pas le voir de cette façon-là. D'ailleurs, vous ne pouvez pas le voir du tout. Ça ne peut pas se représenter physiquement. Qu'est-ce que c'est? En fait, le Big Bang, on parle souvent des modèles de Big Bang, c'est un modèle de création de l'univers. L'expansion de l'univers, 1929, Hubble, 1995. Eh bien, regardez, en fait, on a rajouté des points avec nos télescopes, et on s'aperçoit qu'ils sont quasiment bien tous alignés. Ça, c'est des observations originelles. Ben, les observations, c'est le tout petit bout jaune. Donc, en fait, si vous faites le calcul, à peu près 70 ans, on a vérifié pour toute cette échelle-là de distance. Avec les progrès des télescopes, on a pu vérifier la loi de Hubble, c'est-à-dire que tout s'éloigne de partout et que l'univers est en expansion. Bon, si vous vous rappelez, tout à l'heure, la valeur qu'on avait, c'était 500. 650 et après 500. Et là, c'est descendu à 70. Alors, ça a quelque chose d'important, parce qu'en fait, la valeur de ce nombre-là est liée à l'âge de l'univers. En fait, c'est l'inverse de ce nombre-là. Il faudrait faire une petite... Bon, je vous dis c'est de côté, il faudrait faire une petite formule mathématique, je ne vais pas vous embêter avec ça. Mais la valeur de cette constante vous donne l'âge de l'univers d'à peu près 13,8 milliards d'années. Ce que je vous montre là, ce sont les preuves du Big Bang. On a des preuves de l'existence de ce modèle, c'est-à-dire d'un modèle qui part d'une singularité. L'expansion de l'univers, ça c'est un peu plus compliqué. Je vais passer, j'ai pris simplement le tableau, c'est le tableau de Mendeleïev. C'est tous les éléments qui constituent tout. Il n'y a que ça. De matière, on dit barium. Ben en fait, si vous regardez, hydrogène, hélium, Big Bang. Le reste, les étoiles, les rayons cosmiques, peu importe, et l'homme qui a fabriqué tous ces trucs-là. Sauf que ces deux éléments-là, on les retrouve dans les étoiles. Dans l'univers, ce sont les constituants majeurs. L'hydrogène, tout l'univers est fait à plus de 75% d'hydrogène. On s'est dit, ce sont les étoiles qui fabriquent l'hydrogène. Le Soleil, par des réactions de thermonucléaire, convertit l'hydrogène en hélium, etc., et permet de nous chauffer. Bon, en ce moment, il faudrait qu'il en rajoute un petit peu quand même, de l'hydrogène. Donc là, ça donne donc au produit de l'hélium, sauf qu'on fait des calculs de physique, mais ça, ce sont des calculs, et on s'aperçoit qu'en fait, on arrive à très peu d'hydrogène. Or, on en a 75%. Autrement dit, elle sort de quelque chose. Et la première explication, eh bien, c'est une production de l'hydrogène au moment du Big Bang, ce qu'on appelle la nucléosynthèse primordiale. Voilà, donc ça, c'est ce que je viens d'expliquer. Alors, par contre, vous verrez, vous dites, si j'arrive à la fin, j'espère, ça va, on va arriver, je vais finir. Donc, le Big Bang, on a un scénario très précis. On a un scénario de ce qui s'est passé 3 minutes après le début de l'univers. C'est le titre d'un ouvrage de Steven Weinberg, les 3 premières minutes de l'univers. Eh bien, tout ceci, ça s'est passé en quelques centaines de secondes, simplement après le début. Penzias et Wilson, c'est eux qui ont découvert le rayonnement à 3 degrés K. Je passe un petit peu, pour pas être trop à la bourre. Il faut savoir que cette découverte par Penzias et Wilson, c'est vraiment une découverte majeure qui a montré l'existence de ces rayonnements thermiques, qui est quoi? Bien, qui est le reliquat de l'enfer, entre guillemets, qui régnait au moment du Big Bang, puisque c'était un univers chaud à 10 puissance 32 Kelvin. Vous voyez un petit peu ce que ça donne, qui maintenant sera à 3 degrés K. Cette preuve-là a été la fin des modèles stationnaires. De nos jours, pour conclure, alors en fait, c'est des choses qui sont quand même assez compliquées. La Terre est là, ça tourne. On ne peut voir que ce qui s'est passé à peu près 370 000 ans, 380 000 ans après le début de l'univers. Parce qu'auparavant, l'univers était opaque. Tout ce qui était là, la lumière interférait avec tout ce qu'il y avait. Autrement dit, le rayon lumineux ne pouvait pas s'échapper. Il y a une époque qu'on appelle Zachon, c'est sûr et certain, cette époque-là est déterminée par les lois de la physique, donc on ne peut rien savoir. Donc en fait, ce qu'on peut voir au plus loin, c'est tout ce qui va se trouver à l'intérieur de ça, c'est-à-dire à l'intérieur du premier reliquat de rayonnement qu'on appelle le fond diffus cosmologique.
C'est pour cela qu'on date à 13, quelque chose milliards d'années. Mais entre-temps, l'univers s'est agrandi. Donc en fait, ce qu'on voit, qu'on reçoit là, c'est plus il y a 13 milliards, ça a continué, puisqu'on a mis 13 milliards. Quand ça a été émis, ça a continué de bouger. Donc en fait, les dimensions de l'univers observable sont aux alentours de 40 à 50 milliards d'années-lumière. On voit pas à 50, mais ce qu'on voit est à 50 maintenant. C'est tous les problèmes de la mesure du temps et des distances. Ça, bon, ces techniques, ce sont les deux satellites Kobe et WMAP qui ont donné les images de ce fond. La seule chose qu'il faut regarder, c'est qu'en 65, on voyait un truc comme ça. 92, un peu mieux. En 2003, tout ça c'est simulé, hein, c'est codé. 2005, on a envoyé un satellite Planck. Là, je l'ai mis la fusée, puisque j'étais là-bas. J'ai vu le lancement d'ailleurs, hein, de Planck. Ça, c'est à Kourou, donc en Guyane. Et ce satellite, regardez en 2013, la résolution. Eh bien, vous avez des centaines de physiciens qui travaillent sur ces points bleus et jaunes qui sont là. C'est la clé, et ce sont les explications de l'origine de l'univers, d'énormément de choses, ce qu'on appelle, en termes scientifiques, les anisotropies du rayonnement diffus cosmologique. C'est des codages de densité, etc. Très compliqué. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que ceci va nous permettre de voir ce qu'on appelle un petit peu, souvent c'est un peu à la mode parce que c'est mystérieux, l'énergie noire et la matière noire, ainsi que les débuts de l'univers. Sauf que on n'a pas encore tout étudié directement. Alors on essaye même de trouver des traces vraiment du Big Bang au travers les ondes gravitationnelles, mais c'est compliqué. Alors, j'arrive presque à la fin, dans quelques minutes. L'histoire de l'univers en quelques étapes. Alors on présente ça souvent de cette façon-là parce qu'on fait une tranche, on se met ce qu'on appelle en 2 dimensions. Bon, la lumière, on ne sait rien s'il y avait de la lumière, évidemment, c'est une représentation. C'est le Big Bang. Après, il y a eu une période d'inflation. Cette période d'inflation, encore qu'elle n'est pas monétaire, parce que sinon on serait mal, elle est de ce qu'on appelle 50 ordres de grandeur. C'est-à-dire en une fraction, mais une fraction infime de seconde, la taille de l'univers a été augmentée par 10 puissance 50. Elle n'a pas doublé, elle n'a pas été multipliée par 10, elle a été multipliée par 1, avec 50 zéros derrière. C'est cette théorie, ce modèle inflationnaire, qui permet de rendre compte des observations. Ensuite, le fond diffus cosmologique qu'on voit maintenant. Ici, c'est toute la période des âges sombres où on ne voit rien. Comme j'ai expliqué, l'univers est opaque. Et après, c'est pas très clair. Bon, ça, c'est la redisation. Pas très clair le rouge là-dessus. Et c'est la création des premières étoiles. Alors, il faut savoir que on a eu les premières étoiles au bout de 300 premières réactions se sont amorcées au bout de 300, 400 000 ans. Et au bout d'une centaine de millions d'années, on avait déjà les premières structures de premières galaxies. Parce que 0 seconde, 1 millième de nanoseconde, vous voyez, c'est vraiment des choses très peu. Alors et maintenant? Bien et maintenant, on en est où? On a les travaux de Planck, on a notre univers. Alors qu'est-ce qu'on sait de l'univers? Pas grand-chose. Pourquoi? Il y a tout le bout du camembert qui est de l'énergie noire, 70%. Puis après, un grand bout, alors j'ai pas eu le temps, mais je voulais mettre une image de Dark Vador pour dire que c'était là, le côté obscur, sombre de l'univers. La matière noire, 25, 70 et 25, 95%, reste plus grand chose. Donc les petites miettes, c'est du gaz. Alors, regardez, quand on dit des étoiles, c'est gigantesque, etc., les galaxies et tout, bon, ça fait 0,5% de tout l'univers. Ce qu'on voit, qui est visible. Ces deux gros bouts-là, on les voit pas. Mais la matière qu'on appelle baryonique visible, elle constitue rien. Rien dans l'univers. Quasiment rien. Bon, je vous laisse sur ces courbes-là. C'est les évolutions futures de l'univers. Si vous voulez savoir s'il n'y aura plus rien dans l'univers, bon, vous avez quand même encore quelques dizaines de milliards d'années. Ça, c'est le destin. Alors, les destins de l'univers, on retrouve un petit peu les courbes que j'avais montrées précédemment. On est là. En fait, vous avez des modèles
Alors si vous avez déjà lu 2-3 articles, vous pouvez voir sur son CV ou autre. On a le Big Bang, et puis on a un Big Crunch, ou un Big Boom, ce qu'on appelle. Big Crunch, ça veut dire que tout va s'écraser, là, il n'y aura plus rien. On va repartir. Boom, c'est qu'il pourrait repartir encore, donc rebondir. Ou alors, continuer à s'expandre. Bon, je laisse ça parce que c'est un peu plus technique, c'est des cubes d'espace-temps, donc on va laisser de côté. Alors, la question qu'on pose, des fois assez fréquemment, qu'est-ce qu'il y avait avant? Évidemment. Alors, vous avez différents modèles. Ces modèles, moi, que le rouge n'est pas très visible, c'est ce qu'on appelle donc des modèles de gravité quantique ou autre, qui expliquent que notre univers viendrait d'un autre. Alors, bon, c'est vrai que ça c'est compliqué, mais si vous avez une bonne vue, vous avez un tout petit truc qui est là, qui s'appelle la longueur de Planck, le temps de Planck, pardon, qui est de l'ordre de 10 puissance moins 45 secondes. Et bien en fait, on connaît tout l'univers, on a un modèle, mais on ne sait pas ce qui se passe entre le Big Bang et 10 moins 45 secondes, c'est-à-dire 0,0044 et 1. Vous allez dire, mais sur 13 milliards d'années, c'est que dalle. Évidemment, c'est rien du tout. Mais c'est là le problème fondamental. Et tout ce qu'on fait dans le LHC, au CERN, dans l'étude des particules élémentaires, c'est pour essayer de savoir qu'est-ce qui s'est passé dans ces 10 moins 43 fameuses secondes. On n'en sait absolument rien. Bon, ça, on peut l'expliquer. Il y a un petit calcul qui explique qu'on peut rien savoir. Voilà, les calculs qui expliquent qu'on peut rien savoir. C'est qu'en fait, les lois de la relativité entrent en conflit avec les lois de la mécanique quantique. Alors, voilà, grand rebond, Big Boom en anglais, c'est-à-dire que notre univers viendrait d'un autre, qui se serait écrasé et qui aurait réexplosé. Alors ça, c'est le modèle développé par la Loop Quantum Gravity en anglais, qu'on appelle la théorie de la gravité quantique à boucle. Je vous expliquerai pas ce que c'est, hein, je ne comprends rien du tout. Bon, il y a des boucles, il y avait des boucles. Ça suggère quelque chose. En fait, c'est une des deux théories qui peut expliquer qu'est-ce qu'il y avait dans ce fameux 0 et 10-43 secondes. La deuxième, c'est Aurélien Barraud. Alors, moi, je le trouve assez pénible. Non pas parce qu'il a les cheveux jusqu'à la moitié du dos, il fait ce qu'il veut. Mais il a vraiment un phrasé, c'est fou. Bon, faut vraiment le suivre. Et alors lui, si vous regardez, vous avez la Terre, et vous l'avez là, alors à part que les États-Unis sont en vert, je vous, c'est le tenant du multivers, des fameux univers parallèles, c'est-à-dire du fait qu'il y a, en ce moment, vous êtes en train de m'écouter parler cosmologie, vous avez une réplique de vous-même qui sont en train de m'écouter moi-même dans un des X univers qui existent. Alors, c'est compliqué, hein, c'est l'histoire qu'en fait, comme ça va être infini, il y a une infinité d'univers qui sont là, et bien même quelque chose qui est extrêmement improbable va se produire. Alors en fait, ceci est un résultat de la théorie des cordes qui prédit un petit peu d'univers 10 puissance 500. Autrement dit, il y a tout ce que vous voulez de possible et d'inimaginable. Bon, ça je l'ai mis en dernier parce que j'aime bien, c'est ce qu'on appelle en maths les variétés de Calabi-Yau. C'est ce qui ressemblerait, alors c'est pas du tout ça parce que c'est inimaginable, des espaces à 11 dimensions, où on aurait le temps, les lumières, machin. Et plusieurs... Mais ça on pourrait, hein, on dirait des petites brochettes de... Mais ça c'est joli, hein, je trouve assez esthétique. Et voilà, je en resterai à ces variétés de Calabi. Si vous avez quelques questions sur les temps, j'ai fait une petite demi-heure. Non, moi j'aurais 2-3 questions d'ordre pratique, disons. Les choses que les gens se posent. Oui, sans problème. Si je peux y répondre, avec plaisir. Si on prend par exemple la phrase de Lavoisier, qui dit que rien se crée, rien se perd, tout se transforme, donc on peut se demander effectivement s'il n'y avait rien avec quoi on a fait tout ça. Et voilà donc ce sont des choses probablement que les scientifiques ne pourront peut-être pas expliquer parce que c'est inexplicable.
Puis d'autres choses qui sont encore plus terre à terre, c'est-à-dire à savoir la Terre, lorsque ça va devenir un trou noir, qu'est-ce qu'on va devenir nous? Pas nous, pas personnellement nous, parce qu'on sera déjà parti depuis longtemps. Est-ce qu'il y a une vie ailleurs ici? Voilà, c'est des questions qui sont... Alors, je vais essayer dans le temps imparti. Alors, je vais vous répondre dans l'ordre. Non, dans le désordre. Je vais commencer par la deuxième, qui est la Terre va devenir un trou noir. Alors là, non. Je peux vous dire que non. Par contre, Terre, le Soleil. alors non plus. Non plus. Donc, par contre, vous avez encore à peu près 5 milliards d'années devant vous. Donc ça va aller, je pense. La taille, on a à peu près la taille du Soleil. En fait, le Soleil est une étoile de la série, de ce qu'on appelle de la séquence principale. En plein milieu, c'est une étoile tout à fait ordinaire qui va finir sa vie en géante rouge. Alors le problème, et c'est quand j'ai fait une conférence avec les élèves du primaire, je leur montre des petits films sur la taille des étoiles où on n'a pas idée de ce que ça peut être, c'est qu'en fait, le Soleil qui a 149 millions de kilomètres de nous, une unité astronomique, disons 150 millions, on voit la périphérie, sauf que la Terre, 100 fois le rayon terrestre, 600 000 kilomètres de rayon. Et en fait, quand il sera une géante rouge, le bord de la Terre, le bord du Soleil, il sera sur nous. On sera, comme qui dirait, grillé. C'est-à-dire, elle va enfler démesurément. Mercure, Saturne, c'est grillé, c'est sûr. Et l'étoile, si ça n'arrive pas à la Terre, ça va être très proche. Ce sera tellement proche de la Terre. Alors, par contre, vous avez des scénarios assez apocalyptiques que vous pouvez voir. C'est-à-dire que vous, d'un certain temps, il y aura plus d'eau. Il y aura plus d'atmosphère avec la gravité. Il y aura plus d'eau. Les océans vont s'évaporer. Il n'y aura plus rien. Mais ça, par contre, c'est physique. Ça, c'est sûr que dans 3 milliards d'années, les gens, ils ont intérêt à se barrer et vite, parce que sinon ce sera trop tard, puis loin. Et en plus loin. Parce que, après, et ça va aller très vite, c'est qu'il aura gonflé démesurément, il va se refermer. Et il va finir en naine blanche. Et là, il va finir en une minuscule pauvre étoile où il n'y aura rien. Donc, c'est-à-dire, ce sera un point quelconque dans l'univers qui rayonnera plus. Donc, il n'y aura plus de rayons, donc il n'y aura plus de chaleur. Ça, c'est clair. Donc, la Terre, bien sûr, finira avec. Pour que ça soit un trou noir, il aurait fallu que le Soleil soit beaucoup plus massif. L'évolution en trou noir, même quand on avait le LHC, vous inquiétez pas, il n'y a pas de trou noir, vous ne serez pas mangé par un trou noir. Donc, maintenant, la première question. Alors, ici, vous avez eu quelques bribes de réponses. Quand je dis quelques bribes, bon, j'ai rien contre Aurélien Barraud, bien évidemment, ne croyez pas ça. Le multivers, c'est des univers parallèles. Alors, il explique en faisant le principe de parcimonie, donc du rasoir d'Occam, que c'est vraiment le plus simple de penser qu'il existe d'autres univers, parce qu'il dit, mais le Big Bang, c'est la fin d'un univers, et la création d'un autre. Donc, en fait, la question du début et de ce qu'il y a avant ne se pose pas. Si vous voulez. Donc, ça, c'est une forme. Alors, je ne veux pas dire que c'est éluder le problème, mais c'est avoir une conception. Okay. Maintenant, ce qu'on sait, c'est qu'on ne sait pas. C'est ça ce que je peux vous dire, assurément. Alors, est-ce que c'est spéculatif? Oui. Oui, c'est spéculatif. Pourquoi? Parce que par définition, on n'a aucune théorie qui a... Voilà. En fait, celle-ci résulte de la théorie des cordes, pour lesquelles on n'a pas de preuve expérimentale. Vous avez peut-être entendu parler, c'est des artifices, ce sont des calculs mathématiques impanables. Pour donner une ordre de grandeur, dans le LHC a atteint en vitesse de croisière une énergie de 13 téraélectronvolts, c'est-à-dire 13 fois 10 puissance 12. Ah, c'est quoi cette histoire? En fait, c'est tout simplement un moustique qui pique. Non, regardez, c'est un moustique. C'est un autre niveau, disons. Non. Ça, on n'arrive pas. Non, justement, ça va être tout simple. Regardez, ça va être tout simple. C'est une piqûre de moustique. L'énergie cinétique. Un moustique qui tombe. Aïe, ça fait mal. Ça, c'est l'énergie qu'on met. Sauf que cette énergie, elle est dans des particules tellement élémentaires et fines que c'est énormément énergétique. La densité est grande. Si on voulait aller voir ce qui se passe au Big Bang et savoir si la théorie des cordes est vraie, il faudrait que la particule, elle n'ait pas l'énergie d'un moustique, mais d'un TGV. Vous vous rendez compte? C'est impossible. On est dans des échelles donc d'énergie, de température insondables.
Alors, on peut pas présager de l'avenir, mais si vous préférez ce qu'a coûté la façon dont on a mis en œuvre les RHI, on doute fort qu'il y aura. C'est pour cela qu'on reste sur des modèles que je dirais spéculatifs. Vous en avez d'autres hein, de ce type-là. Ce que je peux vous citer également, c'est qu'au niveau, par exemple, de la théorie des cordes, vous avez la théorie des supercordes, celle-là, elles tiennent bien, hein, comme je dis, et la théorie M qui est en fait la W à l'envers, qui s'appelle la théorie du tout, ou la théorie des branes. Et cette théorie explique qu'en fait, vous avez une espèce de bulk de je ne sais pas quoi, puis il y a des univers qui sont comme ça. Brane, c'est une feuille en anglais, et hop, à un moment, il se rentre dedans. Et quand il se rentre dedans, ça fait un Big Bang. Et il donne naissance à un univers. Alors, c'est des images un peu déformées, exagérées, mais il y a des théories qui sont dessus. Donc, le problème de l'origine ne se poserait pas encore, puisqu'on serait issu d'autre chose qui aurait toujours existé. Alors, votre dernière question concernant la vie dans l'univers, alors il y a une équation. Alors oui, c'est une équation mathématique, mais il y a tellement de paramètres qu'à la fin, ça s'appelle l'équation de Drake, qui est en fait une équation qui vous permet de dire, voilà, il y a la vie ou pas. Cette équation met tous les paramètres qui peuvent amener à la vie. Ce qu'on appelle, par exemple, dans un système planétaire, la zone d'habitabilité. Bon, Pluton a été débaptisé, n'allez pas vous balader vers Pluton, hein, ça caille grave, c'est... Hein, on est à moins 300 degrés. Ça m'étonnerait qu'il y ait des gens qui y habitent. Vénus, c'est pas trop mal, mais c'est bourré d'acide sulfurique. Et puis Mars, elle était trop petite, elle a perdu son atmosphère. Donc en fait, vous avez une bande. Alors bien sûr, j'ai dit qu'il y avait des milliards de galaxies, des milliards d'étoiles. Donc il peut y avoir des systèmes. Mais on réduit. Et on réduit. Et il faut pas que la planète, elle soit trop proche, sinon elle va être grillée. Pas trop loin, elle va être trop froide. Donc en fait, l'immensité de l'univers et la petitesse des chances qu'il y ait de la vie, est-ce que ça se compense ou pas? Je vous laisse juger. Ce qui est sûr, c'est que vous n'êtes pas prêts de les voir ici, les extraterrestres. Hein? Parce que la première étoile est à 4,2 années-lumière proximale du Centaure. Ça veut dire que s'ils viennent et qu'ils voyagent à la vitesse de la lumière, ils vont mettre 4 ans pour venir et 4 ans pour repartir. La vitesse de la lumière, 300 000 km à la seconde. L'objet le plus rapide qu'on a envoyé, c'était les sondes Pioneer 10 ou Voyager, qui faisaient du 50 000 km par heure. Là, on est à du 300 000 par seconde. Pour dire que, alors quand on parle d'années-lumière, on ne sait pas trop. La sonde de Voyager, Pioneer, je ne sais plus laquelle, oui, ça, il y a le bonhomme dessus, c'est Pioneer 10, a été envoyée il y a 40 ans, et elle a fait 4 mois-lumière, la pauvre sonde. C'est-à-dire, même pas une année-lumière en 40 ans. Donc, on aura du mal. Alors, peut-être ils existent, on ne sait pas. Il y a toute une partie de l'astronomie, donc qui est l'étude des exoplanètes. On les voit pas. On peut savoir qu'il en existe. De là à ce qui est des gens dessus. Eh bien, merci beaucoup. Merci bien. Oui. Merci. Juste une petite question. Il y a une très grande fusée, paraît-il, c'est la plus grande fusée du monde qui a été envoyée dernièrement. Oui, j'ai eu ça aux infos. Elle a été envoyée avec une voiture Tesla à l'intérieur. Oui, et puis le booster il est revenu même. Oui, voilà. Et en plus, cette Tesla, paraît-il qu'elle va tourner en satellite. Alors, est-ce que vous connaissez les objectifs de ce genre d'expérience? Oh, c'est se faire mousser aux infos, hein. Parce qu'à mon avis, mettre je sais pas, on peut mettre une machine à laver si vous voulez aussi, hein. Parce que c'est Elon Musk qui a lancé la fusée, c'est SpaceX qui est créé par Elon Musk. Non, la prouesse, je plaisante, la prouesse technologique, c'est que la fusée est revenue. À Kourou, j'ai vu le nombre de tirs, les boosters, ils tombaient dans l'Atlantique, hein. Quand la fusée, on voyait passer, que ça soit Ariane 4 ou Ariane 5, vous voyez passer, ça y récupérait rien. Maintenant, quand il met quelque chose en orbite, bon, il n'y a pas de souci, mais vous savez, ça, le plus fort, Rosetta et Philae, quand on a mis sur la comète Chury-Rancimenko, là, c'était calculé quasiment au millimètre près. Et ça, c'est Newton, hein. Ça n'a pas bougé, c'est pas Einstein, c'est Newton. Le calcul était fait, il l'a envoyé, c'est tombé pile poil. Des fois, ils ont des loupés, mais ça marche très bien. On est vraiment dans le domaine de ce. Je voudrais juste remercier notre conférencier, M. Francis Cortado. Moi, j'ai une dernière question. Oui. J'ai une dernière question, c'est à propos en fait de la religion. Si vous pensez que maintenant la science et tout ce qu'on a découvert récemment, est-ce que ça contredit la religion? Est-ce que vous pensez que ça peut contredire le fait que Stephen Hawking,
Donc, vous connaissez, c'est le physicien qui a atteint d'une maladie neurodégénérative depuis longtemps. On lui donnait, quand il avait 20 ans, 2 ans d'espérance de vie, puis là, il a plus de 70 balais, mais dans un état de plus en plus, de pire en pire, hein, parce que de toute façon, ça s'arrange pas. Il a été reçu, je crois que c'était par Jean-Paul II, et donc c'est pas un des pères du Big Bang, mais il a travaillé dessus, et donc je crois que c'était Jean-Paul II, il me semble, et puis il a dit, Monsieur Hawking, le Big Bang, c'est bien, mais ce qu'il y a avant, c'est nous. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que comme il y a toujours le on ne sait pas, vous pouvez y mettre ce que vous voulez. Donc on peut mettre soit une création divine, soit une création continue. Maintenant, la science s'arrête parce qu'elle sait qu'il n'y a pas de théorie. On va sans doute c'est pas sûr, on peut éventuellement repousser, mais ça s'arrête là. L'abbé Lemaître, qui était un abbé catholique, quand il avait fait ça, il a dit, oh, c'est super, le Big Bang, fiat lux, c'est-à-dire, c'est pour ça, maman, même sur Freeman, j'ai mis création, ça y est, c'est la création divine. Mais le maître, il a dit non. Ah non, non. Il dit, moi, je fais des études scientifiques pour essayer de comprendre ce qu'il y a, comment se met l'univers, mais je ne veux pas vous dire que c'est Dieu, alors qu'il était croyant, il était prêtre. Mais il a dit, ne mélangeons pas les choses. Donc je pense que ce sont deux choses distinctes. Voilà, après, bon, maintenant, s'il dit que c'est Dieu qui a dit que c'était le soleil qui tourne autour de la Terre, je dirais non, c'est faux. Mais ce qu'il y aura avant le Big Bang, chacun est libre de sa croyance. Merci à notre ami Francis Cortado qui nous a fait une conférence extraordinaire.